Bonjour à tous et bienvenue sur Tuto Blender. Vous êtes ici dans la première vidéo du cursus axé sur les rendus dans Blender. Et donc dans cette vidéo, on va se concentrer sur tous les petits boutons et les petites options qui sont ici, quasiment tous en fait, qui font partie du panneau, du menu, enfin du premier panneau du menu qui est en haut ici, le panneau Render, qui est là. Donc tous les boutons, ou quasiment tous les boutons qui sont ici, vont être abordés dans cette vidéo. Je vous conseille donc de vous accrocher parce que le tuto risque d'être très long et très chargé en informations. Je dis quasiment parce que certains panneaux vont être gardés pour un futur chapitre dans le même cursus, ou un chapitre qui sera dans un autre cursus de ma chaîne. Donc patience, on y viendra. Mais néanmoins, une très grosse majorité de ces boutons-là vont être vus dans ce tutoriel. Je vais commencer donc par un peu agrandir cette fenêtre qui est ici, pour qu'on puisse mieux se concentrer sur elle, sur cette fenêtre. Et comme vous le savez, enfin vous devriez le savoir, dans chaque panneau de ce menu, ça fonctionne par onglet. On a le petit triangle là, qui permet de fermer ou d'ouvrir un onglet, on a le nom de l'onglet à côté, et on a même la possibilité en haut à droite ici de venir le cliquer et de le déplacer pour organiser tel qu'on le souhaite, pour ses propres préférences. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de pouvoir fermer ou ouvrir les onglets qui sont ici. Et donc, je vais laisser le premier parce qu'on va se concentrer sur lui en premier, mais je vais refermer tous les autres qui sont en dessous. Et on va y venir un à un, et ça va nous permettre d'ouvrir les onglets sur lesquels on s'intéresse, et de fermer les autres. Comme ça, on va s'intéresser onglet par onglet et pouvoir mieux se concentrer sur ce qu'on fait. Et donc déjà, dans ce premier onglet qui est ici, on voit différents types de boutons. Le premier bouton qu'on voit qui est là, c'est le bouton Render. Et c'est le plus important, c'est le bouton qui va vous permettre, en cliquant dessus, de calculer une image à enregistrer sur l'ordinateur. Et si vous vous souvenez de la vidéo d'introduction à ce cursus, le but de ce cursus, c'est de vous montrer tout le processus de comment on enregistre une image, comment on passe de la scène 3D à une image sur l'ordinateur, bien enregistrée et calculée. Donc si je clique ici sur Render, première chose que je fais, Blender se met en mode de calcul, avec ça c'est le checker de transparence qui est en dessous ici, et tous les petits carrés qui sont là vont venir calculer mon image en fonction de ce que j'ai dans ma scène. Si je fais échappe, j'annule le calcul qui est en cours, et si je refais échappe, je reviens sur ma scène 3D qui est ici. Alors, si vous avez bien noté, le cube qu'on voyait en train de se rendre n'était pas du tout dans le même angle de vue que celui qu'on a ici devant nous. Ça, c'est parce que ce qu'on voyait au rendu, quand on a cliqué sur rendu, c'est le calcul d'une image faite à partir d'une direction en particulier, d'un point de vue en particulier, et pour définir ce point de vue, on place notre caméra dans notre scène. Et la caméra, donc c'est cet objet qui est ici. On peut rentrer en vue caméra si on appuie sur 0, et là on voit exactement la vue dans laquelle on va prendre notre scène et on va en faire une image. Voilà, si vous déplacez la caméra, que vous la tournez, faites orbiter autour de la scène, vous allez pouvoir orienter l'angle de vue depuis lequel vous voulez avoir votre rendu. Ça, là, le cadre rouge que je vois ici, c'est le cadre de mon rendu. Alors, si vous voulez déplacer votre caméra, vous pouvez vous mettre en vue dans votre scène, en vue globale dans la scène, cliquez dessus, clic droit, et avec les widgets, vous pouvez la déplacer. Avec les raccourcis, vous pouvez faire R, Z, et la tourner autour de l'axe Z. Et vous pouvez faire tout un nombre de choses comme ça manuellement pour déplacer votre caméra. Sinon, vous avez aussi une option qui est très pratique, si vous êtes déjà à l'aise avec votre navigation dans la vue 3D, vous pouvez vous mettre en vue de caméra en appuyant sur 0, et ensuite avec N, vous faites apparaître le menu des propriétés qui est à droite ici, et dans View, l'onglet View qui est là, vous allez cliquer sur Lock Camera to View qui est ici. Et quand vous cliquez là-dessus, maintenant, je refais N pour faire disparaître le panneau. Dès que j'orbite dans ma scène 3D, au lieu de quitter le mode caméra, je vais rester en mode caméra et je vais déplacer ma caméra comme si je me déplaçais dans la vue 3D. Et ça vous permet très facilement de pouvoir placer la caméra de la manière que vous voulez, pas forcément de la manière la plus précise, mais de manière très intuitive en tout cas, du moment que vous êtes à l'aise avec le déplacement en vue 3D. Je fais N et je vais ressortir, redécocher ce Lock Camera to View, comme ça je vais pouvoir, en me déplaçant dans la vue 3D, sortir de ma caméra. Voilà, voilà. Tout ça c'était juste pour vous expliquer un peu le bouton Render. Donc qu'est-ce qui se passe lorsque je clique là-dessus? Blender se dit que bon ben j'ai ma caméra, je prends en compte ma caméra, l'angle dans lequel elle est, l'angle de vue qu'elle a, et je vais prendre cet angle de vue et calculer mon rendu en fonction aussi de tout plein de paramètres qui vont venir en dessous que je vais vous expliquer après. Les boutons qui sont à côté vont pas nous intéresser actuellement vu que là on est sur le rendu dans Blender.
On n'est pas dans de l'animation, de quoi que ce soit, on est vraiment que dans le rendu, donc sur les images fixes. L'animation, on repassera sur le rendu, sur un tuto rendu, mais qui sera spécifique à l'animation dans Blender. Là, pour l'instant, ce n'est pas le cas. En dessous, on a différents petits boutons. Donc le display, c'est où est-ce qu'on va voir notre rendu en train de se calculer, en train de se faire. Et pour l'instant, on a un menu déroulant qui est à côté, qui nous donne plein d'options différentes. Et là, on est sur Image Editor, donc c'est celui qui est ici. C'est-à-dire que lorsque je fais Render, que je clique sur Render, Blender est en train de calculer. Si je fais Échappe, j'annule le calcul qu'il est en train de faire. Mais si je regarde bien, en bas à gauche, ici, j'ai un menu déroulant avec tous les types de fenêtres que je peux avoir, et je me rends compte que je ne suis plus sur la fenêtre 3D, ma fenêtre 3D. Je suis maintenant sur le UV Image Editor. C'est-à-dire que Blender est venu dans ce mode de fenêtre-là, il l'a automatiquement ouvert, et il est venu lancer le calcul de mon rendu pour qu'on puisse afficher le rendu qui se calcule dans le UV Image Editor qui est ici. Donc ça, c'est parce que ça a été défini ici dans Display. Et il me semble que si vous avez splitté votre vue et que vous avez déjà différentes fenêtres avec différents UV Image Editor, Blender va par défaut prendre la fenêtre la plus grande, qui a la plus grande surface, et va lancer votre rendu là-dedans. Après, si je regarde sur les autres, et oui, on va passer sur plein de choses, on peut faire Full Screen. Si je fais Full Screen, ça veut dire plein écran en anglais. Bah, c'est très simple, lorsque je vais faire rendu, Blender va tout remplacer l'interface utilisateur. Je fais Échappe pour annuler le rendu. Il va remplacer toute l'interface utilisateur qu'on avait actuellement. Il va juste tout maximiser dans une fenêtre UV Image Editor qui est ici. Et il va lancer le rendu dedans. Voilà, là vous pouvez scroller, déscroller si vous voulez, zoomer ou dézoomer. Vous pouvez avec le clic molette vous déplacer en vue 2D, pan, et vous ne pouvez pas orbiter bien sûr vu que vous êtes que sur une image en 2D. Voilà, donc je refais Échappe encore une fois, et là je quitte le rendu qui est en train de se faire, je vais le quitter ici aussi, et je reviens dans ma scène 3D. À chaque fois j'ai fait Échappe pour quitter les modes dans lesquels j'étais. Après Full Screen et Image Editor, vous avez New Window. Et ça parle de soi, enfin si vous connaissez un peu l'anglais, ça veut dire nouvelle fenêtre. Donc si je vais sur nouvelle fenêtre et que je clique sur Rendered, vous avez une nouvelle fenêtre qui s'ouvre, bien sûr, mais vu que je suis en train d'enregistrer sur une zone de mon écran, et ben, c'est ouverte et elle a débordé un peu de l'écran, donc voilà, là je la recadre un peu ici, et vous avez donc le rendu qui s'effectue dans une nouvelle fenêtre voilà, qui s'ouvre devant vous. Et vous pouvez, si vous avez deux écrans par exemple, décaler et mettre sur un deuxième écran à côté, ou je sais pas, faire ce que vous voulez, mais voilà, ça va se faire dans une nouvelle fenêtre. Je ferme ça. Et le dernier, c'est Keep UI. Et ça veut dire que, si je Keep UI, ça veut dire que je vais garder l'interface utilisateur. UI, c'est User Interface en anglais, donc interface utilisateur en français. Et là, si je fais Render, rien ne change, sauf en haut la barre de progression qui m'indique qu'il a bien lancé un rendu qui est en train de se faire. Et Blender va juste ne rien changer à l'interface utilisateur que vous avez. Donc les fenêtres, il fallait les garder. On était en vue 3D, il garde la vue 3D. On n'avait pas de fenêtre UV Image Editor d'ouverte, donc il ne va pas en ouvrir une nouvelle. Et donc si par contre, donc là j'ai fait Échappe pour annuler le rendu, si je split mon écran ici, que je vais là-haut dans du UV Image Editor, donc ça je peux annuler même, je peux fermer ici, j'ai un UV Image Editor qui est ouvert ici, et si je lance un rendu en Keep UI qui est là, Blender ne changera rien à mon interface utilisateur qui est affichée. Par contre, comme il y a un... Ah bah je pensais que oui, mais non. Il lance le rendu et même s'il y avait un UV Image Editor qui était ouvert, il va pas venir nous l'afficher ici parce qu'il changerait l'interface utilisateur, il le fait juste en arrière-plan. Il le fait forcément en arrière-plan. Ça c'est une bonne chose, ça peut être utile. Donc on peut continuer de travailler. Si on avait une image de référence qui était affichée dans notre UV Image Editor, il ne va pas la remplacer par le rendu en cours, il va juste garder tout tel quel. Ça c'est bien. Moi, j'aime bien garder le Image Editor qui est là, il m'ouvre dans un Image Editor qui est à côté. Ça peut en perturber quelques-uns parce que tout à coup, ça change sans que vous connaissiez trop bien votre Blender encore, ça change l'interface utilisateur et ça vous impose un UV Image Editor dans la figure d'un coup. Donc vous pouvez le mettre à ce que vous voulez. Moi, je vais garder le Image Editor qui est ici. À côté, vous avez un petit cadenas, un loquet qui est ici. Et faites attention avec ça parce que ça peut vous perturber. Si vous l'encochez, si vous l'activez ici,
ça dit que tant qu'un rendu est en cours, si là je lance un rendu, donc Blender va lancer un rendu qui est ici, mais à côté, je ne peux plus par exemple dérouler ou réenrouler les onglets qui sont ici, parce que Blender est en train de calculer, et il va bloquer toute l'interface. Tout le reste, je ne peux pas scroller ce qu'il y a là-dedans, je ne peux pas me déplacer dans le menu, toute l'interface a été scrollée. Et ça, c'est juste pour économiser en mémoire, mémoire RAM et oui, en mémoire sur votre ordinateur, sur les capacités de votre ordinateur, parce que le fait de devoir gérer l'interface de Blender du logiciel en plus de devoir calculer le rendu, c'est pas beaucoup, c'est juste un tout petit peu, mais ça prend en ressources. Et si vous êtes sur des rendus qui sont très limites en ressources, qui prennent beaucoup de ressources de votre ordinateur, vous pourriez vouloir gagner de la ressource n'importe où, et ça en fait partie. Donc pour certains graphistes, eh ben, c'est même vital, et ça passe à un chouille après, mais il est important de locker l'interface lorsqu'on fait un calcul. Il y en a d'autres qui vont carrément, par exemple dans Maya, il y a le batch render qui fait en arrière-plan dans votre ordinateur, c'est-à-dire que vous pouvez même fermer votre logiciel et le rendu continuera de tourner en arrière-plan avec le minimum de ressources utiles pour lancer le rendu. Voilà, donc moi je vais décocher ça parce que je suis pas à plaindre en termes de ressources d'ordinateur, surtout pour rendre juste un pauvre cube dans la scène 3D. Et donc je vais faire échappe pour revenir dans ma scène 3D. On a vu donc deux choses pour l'instant. Ensuite, en dessous, Featured Sets, on a un onglet ici. Ça, c'est utile lorsque vous allez dans les préférences utilisateurs. Donc, User Preferences ici. Et donc, toujours comme j'enregistre ma vidéo sur une portion de mon écran, et ben, j'ai les fenêtres qui s'ouvrent mais qui débordent de la portion où j'enregistre. Quoi qu'il en soit, dans le User Interface, vous avez plein d'onglets qui sont ici, vous l'avez déjà vu normalement. Si on va dans Add-ons, qui est ici, ce sont des plugins optionnels qui sont soit de base dans Blender et qu'on peut activer ou désactiver, soit que l'on peut télécharger en ligne pour venir renforcer, compléter le logiciel, vu que c'est un logiciel libre. Il y a plein de développeurs indépendants qui développent des extensions ou des outils supplémentaires qu'on peut venir télécharger gratuitement ou en payant et qu'on peut rajouter à Blender de cette manière. Des fois, c'est la fondation Blender qui crée ces outils supplémentaires. Et lorsqu'on vient les rajouter ici, il se peut qu'ils ne soient pas totalement finis, qu'ils soient encore en phase de test, ou que vous venez de télécharger la toute dernière version, ou c'est une candidate release par exemple, donc juste pour tester les bugs. Et dans ce cas-là, elle n'est pas complètement finie, l'extension je parle. Et donc elle est en, comment on appelle ça déjà, en expérimental. Donc ça veut dire que c'est une version expérimentale de la fonction. Et donc si vous vous mettez en ici Featured Set Experimental, vous allez pouvoir activer toutes les fonctionnalités, ou même, même si c'est une version de Blender qui est sortie officiellement, qui est stable et tout ça, et ben, par défaut, on va être sur Supported ici, donc toute la version stable de Blender. Mais si c'est une 2.80 par exemple, juste la 2.8 qui va apparemment, d'après les informations sur la Blender Foundation, la 2.8 va être une très grosse étape, un peu comme le passage de la 2.49 à la 2.5. Bah, si vous passez à la 2.8 qui sera un très gros changement pour le logiciel, peut-être que certaines fonctions seront encore un peu en expérimental et seront bloquées par défaut dans le supported, et dès que vous mettrez experimental, vous activerez certains scripts qui seront encore en phase de test et qui pourraient faire cracher votre ordinateur ou pas. Donc voilà. Mais ça étend normalement les possibles de l'ordinateur, enfin du logiciel, juste que c'est expérimental, alors vous plaignez pas si derrière ça a craché. Donc supported. Et device, c'est sur quoi est-ce qu'on va rendre qu'est-ce qu'on va utiliser pour calculer l'image enregistrée sur l'ordinateur. Donc là je suis sur CPU, qui est donc le processeur, sinon vous avez GPU, qui est la carte graphique, tout simplement. Bref, à vous de voir ce que vous préférez, si vous voulez utiliser votre carte graphique, si elle est puissante, si vous avez un gros truc de gamer ou de graphiste. Sinon, si vous avez un processeur assez véloce et assez bien, vous pouvez aussi utiliser ça. Voilà. Open Shading Language, je suis en train de me rendre compte que je ne sais pas ce que c'est. Pourtant, j'ai fait des recherches, hein, j'ai pas mal de boutons, pas mal de choses que j'ai appris juste pour faire ce tutoriel. Et ça, non, j'ai oublié de regarder. Donc, tant pis. Open Shading Language, on fait sans. On a donc fini avec le premier panneau qui est
Render, enfin onglet, on va le fermer et on va ouvrir le deuxième qui est Dimensions en dessous, donc les dimensions. Les dimensions vont directement affecter votre caméra. Donc, il y a d'autres options à la caméra, mais on verra ça dans un autre chapitre. Elles viennent à côté, ici, dans un autre panneau. Nous, on reste sur le panneau Render, qui est ici, et donc pour l'instant, on est sur les dimensions de notre rendu, de l'image qu'on va calculer à la fin. Tout d'abord, vous avez Render Presets. Alors, dès que vous voyez Presets dans Blender, ce sont des valeurs déjà préenregistrées, pré-calculées, toutes faites pour vous, et vous n'avez plus qu'à choisir un thème dedans, et ça change toutes les options en dessous pour vous, et ça les met bien comme il faut. Donc là, en l'occurrence, vous avez différents types de formats de résolution qui sont utilisés pour la télévision, pour Internet, pour, je sais pas, plein de choses différentes. Et vous pouvez choisir, vous avez sûrement déjà entendu parler des 1080p, 720p, alors si vous êtes un peu plus avancé dans toutes les résolutions et les notions là-dedans, vous savez qu'il y en a différents types, il y a les 1080p qui sont calculés de différentes manières, et donc vous allez pouvoir savoir quoi choisir en fonction de votre projet. En règle générale, le HDTV 1080p ou 720p, c'est celui que vous allez retrouver pour YouTube ou quoi que ce soit, c'est ce que vous voulez en fait. Donc voilà. Sinon, si vous avez vraiment une idée précise de ce que vous voulez, parce que sur votre site internet vous avez un encart et une zone pour votre vidéo qui est de cette longueur là et de cette dimension là, vous pouvez rentrer manuellement tout en dessous en fait. Et comme je l'ai dit précédemment, ça c'est Render Preset, ce sont des paramètres déjà préfaits pour vous et ça veut dire que vous n'avez pas du tout à faire manuellement tout le reste. Donc cliquez sur un bouton et ça change tout ce qu'il y a en dessous. En dessous, vous avez la liberté en tant qu'artiste de venir toucher à toutes les options et donc de changer les pixels sur l'axe des X, donc horizontalement, ou sur l'axe des Y, donc verticalement. Changer le ratio, enfin le pourcentage de visibilité de ça. Donc ça, ce sont le nombre de pixels en largeur ou en hauteur, horizontalement ou verticalement. Et le 100% ici, c'est parce que bon, bah forcément, à la fin, lorsque vous ferez votre rendu, vous voulez voir 100% des 1920 par 1080, donc vous voulez que votre image fasse vraiment 1920 pixels par 1080 pixels. Sauf que ça c'est pour votre image finale, lorsque vous avez fini votre projet ici et que vous voulez votre image fixe définitive. Or avant ça, lorsque vous faites des tests, souvent pour les shaders, si vous avez des volumes à l'intérieur, si vous avez plein de choses complexes qui alourdissent beaucoup le temps de rendu, vous n'allez pas vouloir vous patienter pendant le temps d'un rendu de 1920 par 1080. Ça peut être très long des fois, un rendu peut prendre parfois plusieurs heures, bon, c'est un très très gros rendu mais ça peut, pour une image fixe de très haute qualité, et dans ce cas là vous préféreriez peut-être juste voir 20% de votre image et avoir juste un tout petit encart comme ça, et déjà vous faire une idée de ce qu'est le rendu avant d'avoir tous les détails exactement du grain de tout ça en pleine résolution en 1080 par 1920. Et donc ça vous permet de patienter moins longtemps pour avoir votre rendu, qui sera du bon ratio en fait, parce que ça va garder la même échelle qui est ici, c'est juste un pourcentage du ratio qui est au-dessus. Donc pas de problème au niveau de la dimension de votre image. C'est juste que quand vous zoomerez dessus, ça va pixeliser plus ou moins. En dessous, vous allez avoir le Aspect Ratio, et qui ça va être utile lorsque des fois vous allez, alors c'est plus vraiment d'actualité, mais anciennement vous aviez des postes de télévision par exemple qui utilisaient des pixels qui n'étaient pas carrés mais rectangulaires par exemple, et donc le ratio d'un pixel sur l'autre en X et en Y était différent vu que le pixel était allongé. Et c'est pour ça que vous pouvez, si vous voulez vous adapter à ça, changer l'aspect ratio. Donc si vous changez en X ou en Y, vous allez avoir l'impression d'écraser ou d'étirer votre image en fonction de ce que vous faites et comme vous voyez la chose. Et c'est juste que même si elle est étirée de 2 fois en X, si vous êtes sur un poste de télé qui a ces pixels qui sont allongés verticalement de 2 fois, et ben ça va rétrécir votre image et l'image sera bien, elle ne sera pas étirée ou quoi que ce soit, parce que ça va coller au ratio de votre écran qui montre l'image à la fin. Alors aujourd'hui, tous les nouveaux écrans de télé ou d'ordinateur sont en général avec des pixels carrés, donc du 1 sur 1, ça fonctionne très bien, c'est ce qu'il faut. En dessous de ça, vous allez avoir Border et Crop. Le Crop, il est utile que si vous avez un border d'activer dessus. Donc si vous faites Border,
dans votre scène 3D qui est ici, donc dans la scène 3D ici, voilà, vous avez la possibilité donc d'avoir des moyens de visualiser votre scène, que ce soit avec les textures, sans texture, avec des matériaux, sans matériaux, de différentes manières. Et donc ça, vous pouvez le trouver ici en bas. C'est le Viewport Shading. Et donc pour l'instant, on est en solide. C'est juste de base. C'est le gris ciment qu'on a pour notre cube de base. Vous avez le wireframe que vous connaissez sûrement. On peut passer de l'un à l'autre avec Z. En fait, moi j'ai le Pie Menu, mais si vous n'avez pas le Pie Menu ici, vous faites Z et vous passez de wireframe à solide. Et bah, on va rester sur Z. On a plein d'autres modes. Si vous faites Bounding Box, on va pas avoir de grande différence parce que ça garde juste la boîte minimale dans laquelle ils peuvent placer les objets. Et ainsi de suite. Material, on va voir le matériau affecté à mon cube actuellement. Texture, c'est si vous avez mis des textures et tout. Enfin bref, voilà. Si vous faites Render, par contre, vous allez voir dans votre scène, vous allez voir votre scène 3D, là je peux orienter dans ma scène 3D, exactement ce que vous verriez au rendu. Et donc ça enlève la caméra, ça enlève la lampe, tout ça, on voit ce qu'on a au rendu. Et moi ce que j'ai au rendu c'est ça, c'est mon cube, il est éclairé de ce côté avec la lampe, j'ai ma caméra qui est par là, et là ça va, j'ai juste un cube dans ma scène, j'ai rien d'autre, pas de sol, même pas de fond d'écran, j'ai mis de la transparence sur le fond, par défaut dans mon Blender, et j'ai rien autour, j'ai juste un cube à calculer, donc c'est super rapide, c'est très simple et tout ça, mais des fois vous avez des scènes où vous avez des shaders, donc des matériaux que vous avez mis sur des objets à côté qui sont très lourds, si c'est du volumétrique, il faut calculer plein de rebonds, plein de choses comme ça peut être très 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 lourd et très redondant, et dans ce cas-là, le calcul des samples, euh, les samples ça va être la résolution, en fait c'est la finesse de grain de votre rendu, va être très très longue. Et là, vu que c'est censé être du temps réel, plus c'est long, plus ça va prendre du temps. Ça va commencer par une image très floue, très brouillée, avec très pixelisée de partout, et ça va se raffiner au fur et à mesure. Si c'est lent à calculer parce qu'il y a plein d'objets, des matériaux très complexes, tout ça à faire, le temps réel, il va pas être très réel en fait. Il va être très saccadé, ça va prendre beaucoup de temps pour rafraîchir l'image de plus en plus et la raffiner et avoir ce qu'on veut, ce qui se rapproche du rendu. Et donc, plutôt que de calculer entièrement toute ma fenêtre 3D qui est ici, vous pourriez réduire votre fenêtre 3D, donc la réduire comme ça, mais dans ce cas-là, vous n'auriez pas un aperçu global de votre scène, vous auriez juste une toute petite boîte comme ça pour regarder votre scène en mode rendu, ce serait pas très pratique. Et donc, ce que vous pouvez faire aussi, on va faire Z, on va enlever, on remettre en solide, c'est que là-dedans, vous pouvez faire CTRL B, et vous pouvez tracer une boîte, comme ça avec votre souris, et lorsque vous ferez Shift Z, ou que vous vous mettriez avec Z en mode rendered ici, vous allez mettre en mode rendu, on voit en mode rendu temps réel, seulement ce qui se trouve dans cette fenêtre avec des tracés rouges. Et cette fenêtre, le rouge, là, les pointillés en rouge que vous voyez, c'est border, c'est un border en fait. Et c'est un border box que vous avez créé qui est ici. Et votre border box, ça c'est dans la vue 3D lorsque vous orbitez autour. Mais si je fais CTRL ALT B, donc c'est le même raccourci CTRL B, mais avec le ALT ça annule l'effet du raccourci de base. Là je vais faire Z, je vais me remettre en vue de solide. Vous pouvez aussi le faire quand vous êtes en vue caméra. Et là vous faites CTRL B, hop, vous allez faire un border avec des pointillés rouges qui sont ici. Voilà. Si vous décochez le border qui est là en dessous, pouf, vous annulez le border qui est là. Alors, si vous n'aviez pas tracé de border à l'intérieur de votre caméra ici, et que vous cliquez sur border, alors là pour l'instant il y en a un qui est déjà, on va l'enlever. Si vous cliquez sur border et que vous n'en aviez pas qui était ici à l'intérieur, automatiquement le border va se caler avec la dimension de votre caméra. Donc vous voyez, je ne sais pas si vous le voyez vraiment sur l'enregistrement, mais le bord de ma caméra a plein de petits pointillés rouges qui sont dessus. C'est-à-dire que quand vous êtes en vue caméra dans votre vue viewport, dans votre vue 3D ici, si vous faites Shift Z, donc vous vous mettez en vue rendered, ici, vous avez juste votre caméra l'intérieur de votre caméra qui se met en vue rendered. Alors que si vous aviez décoché le border ici, tout se met en vue rendered. Même autour, on ne voit plus ma lampe qui est ici à côté, on ne voit plus le quadrillage de la scène 3D, on voit tout qui est en rendered. Donc cliquer sur border, ça permet d'économiser sur la carte graphique lorsqu'elle fait le rendu dans le viewport. Et voilà, c'est juste une optimisation qui peut se faire et que je laisse activer moi ici. Alors le crop à côté, il fonctionne avec le border qui est là.
C'est-à-dire que crop, si vous êtes un peu habitué à des logiciels comme Photoshop, GIMP, Krita et les autres logiciels comme ça, même de 2D, l'outil crop en général, vous l'avez même dans Word, l'outil crop. Dès que vous avez une image, en fait, c'est ce qui vous permet de couper en fait une image à des dimensions définies par vous. Et on peut utiliser le border, comme je vous ai dit, avec le CTRL B. On peut utiliser le border ici pour venir sélectionner une zone autour de laquelle on voudrait couper pour avoir notre rendu final qui fasse ça. Donc là, en général, j'ai cliqué sur border. Donc si je clique en haut ici sur rendered, je vais rendre que ce qu'il y a dans mon border. Donc vu que border est activé ici, Blender ne va rendre que ce qu'il y a à l'intérieur de ce border là, du cube que j'avais tracé. Sauf que il rend que ce qu'il y a à l'intérieur et ensuite il le colle sur ma résolution que j'avais donnée à mon image, la résolution totale de 1920 par 1080. Parce que mon cube, mon carré que j'ai fait, mon border, lui, il fait pas 1920 par 1080. Donc lui, il va faire un rendu, va calculer l'image que sur le border que j'ai créé, que j'ai tracé, et ensuite il va coller le tout à la bonne place qu'il faut, dans mon image finale, et le reste, il le met en transparent, tel que je l'ai défini, ou alors il vous met votre fond d'écran, si vous êtes dans un Blender par défaut, il vous met votre fond d'écran de gris clair, il me semble que c'est ça, ou gris foncé. Et voilà, il vous dit, bon, bah, votre image elle est terminée. Et alors si je clique sur crop qui est à côté ici, je vais pouvoir lui dire, bon ben, tu rends comme tu le ferais juste le border que je t'ai donné, et en plus de ça, le border que j'ai dit, eh ben, tu vas couper et tu vas ajuster la taille de l'image à la zone que je t'ai prédéfinie. Donc là, si j'ai cliqué sur crop, si je refais un render, il va rendre comme tout à l'heure juste ce qu'il y a à l'intérieur de ma petite boîte qui est là. Voilà, il calcule le petit truc et dès qu'il a fini, pouf, il te dit bon bah c'est fini, tout est terminé et il te le met pas dans un rendu de 1920 par 1080. Et donc ça va overrider, ça va mettre une priorité, ça va être prioritaire par rapport à la dimension qu'on a donnée ici. Parce que Blender va considérer que ça c'est un outil que vous utilisez quand vous faites un test, quand vous voulez juste voir cette petite partie ou quoi que ce soit. Donc il va venir overrider les dimensions que vous avez données ici. Je vais décocher ça, moi c'est pas ce qui m'intéresse. Je vais faire un échappe et là je vais faire CTRL ALT B pour annuler le border. Je vais cliquer sur border pour avoir celui de l'écran et je vais faire SHIFT Z pour revenir dans ma vue solide. Et je vais me déplacer pour sortir de la vue caméra. Voilà, donc on commence à en voir un peu pas mal de choses. Ce qui est à côté, je le laisse pour lorsque je ferai mon tutoriel sur les rendus mais d'animation. Et pour l'instant, je n'y touche pas. On va descendre un peu, donc on a fini avec les dimensions. On va descendre encore et on va aller sur les métadatas. C'est quelque chose qui est de plus en plus connu, les métadatas, enfin, de plus en plus connu, je veux dire, pour un individu lambda. Si vous prenez n'importe qui dans la rue, vous demandez qu'est-ce que sont les métadatas, je pense qu'on est dans une ère un peu digitale, et donc les gens vont de plus en plus savoir ce que c'est à peu près. C'est juste le fait d'enregistrer avec notre image, en général dans la photo, lorsqu'on fait de la photographie, enregistrer dans la photo, plein de petites informations telles que la date à laquelle la photo a été prise, en général c'est la date dont on parle, mais aussi ça peut être donc là la résolution, ça peut être plein de choses, la focale et plein d'autres choses. Donc vous les avez toutes ici, les différentes informations qui peuvent être prises en compte avec le rendu, mais pour l'instant elles ne sont pas activées, elles ne sont pas enregistrées avec mon rendu. Pour ce faire, il faut juste cliquer sur Stamp Out. Donc si vous cliquez sur Stamp Out ici, vous allez imprimer toutes ces informations dans votre rendu, sur votre rendu en fait. Vous allez le faire sur le rendu en plus. Et alors vous avez différentes options qui vont de lien avec lorsque vous cliquez pour les rajouter à l'intérieur de votre rendu. Déjà vous allez avoir la taille, donc ça va être écrit, hein, bien sûr ils vont écrire quelque chose. Là je vais le faire, je vais faire un rendu avec les métadatas de Stamped Out. Et par défaut, qu'est-ce que ça me donne? Render. Voilà, ça me fait le rendu, ça calcule toute l'image. Voilà. Donc une fois que l'image a été calculée, vous allez pouvoir, alors on va pouvoir zoomer un peu ici. En haut à gauche, vous allez avoir File Untitled. Donc on voit qu'on est sur le fichier pas renommé, parce que j'ai pas encore enregistré mon fichier Blender ici. Depuis que j'ai ouvert la scène et que j'ai fait mon tutoriel, j'ai juste ouvert Blender, mais j'ai jamais enregistré quoi que ce soit. Donc c'est Untitled, il n'y a pas de nom, pas de titre. Mais si vous aviez enregistré votre fichier sur test par exemple, il y aurait marqué test ici. La date en dessous bien sûr, l'heure à laquelle ça a été fait, le temps que ça a mis pour rendre, donc 16 secondes,
ce qui est assez long quand même, mais j'ai d'autres trucs qui tournent à côté sur le PC. En bas à gauche, vous allez avoir timecode. Et le timecode, j'ai un petit trou de mémoire sur ce que c'est actuellement. Et je ne sais plus ce que c'est que le timecode. Ah là là, quel mauvais tutoriel. Mauvais type dans un tutoriel. Bon, je pense pas que ce soit si intéressant que ça ou si dramatique que ça. Mais bon, timecode. Frame, donc on est sur la première image. La première image si jamais c'était une animation. Caméra, c'est-à-dire qu'il me dit que la caméra, bah, c'est celle qui s'appelle caméra. Ça a été rendu avec celle-là, parce que vous pouvez avoir plusieurs caméras, vous pouvez switcher de caméra pendant une animation, et vous pouvez renommer bien sûr vos caméras de différentes manières. Par défaut, la caméra s'appelle caméra, donc là ça me marque caméra. Ensuite, en bas à droite, eh ben, scene. Blender, il faut savoir qu'à l'intérieur de Blender, vous pouvez avoir différentes scènes ici. Vous pouvez en créer d'autres. Je viendrai sur ça dans un autre cursus et plus tard. Parce que ça va être plus... c'est beaucoup plus complexe déjà dans Blender pour travailler avec différentes scènes, les faire travailler entre elles et tout. En tout cas, ça me dit que là on est dans la scène qui s'appelle scène. Par défaut c'est comme ça. Et en haut à droite, il n'y a rien. Donc on voit qu'on a à peu près le rendu de tout ce qu'il y a ici, tout ce qui a été coché là-dedans. On aurait pu rajouter aussi lens, donc pour la lentille, parce que la caméra, elle copie une vraie caméra en vrai, donc il y a une lentille qui est prise en compte. La mémoire, donc c'est le pic maximal de mémoire qui aura été utilisé pour calculer le rendu. Note, et ça vient avec le petit champ de texte à côté, on peut avoir une note qu'on rajoutera à notre rendu ici, pour, je sais pas, se rappeler d'un truc. Marqueur, donc ça c'est en fonction de la timeline, lorsqu'on fait une animation, on peut mettre des marqueurs pour différentes choses, si on veut par exemple assigner une caméra à un marqueur et switcher facilement, ou d'autres choses encore, hein, mais les marqueurs sont utiles, on peut afficher quel est le dernier marqueur qui était activé, qui était actif. Et séquence strip, ça veut dire que lorsqu'on utilise le séquenceur de Blender et qu'on fait du montage avec différentes séquences vidéo, on peut aussi afficher les métadatas de ces... ah non, ça c'est le strip metadata, c'est les séquences qu'on avait dans le séquenceur de Blender, on peut afficher les métadatas de ces séquences-là. Là, c'est juste pour marquer le nom de la séquence qui est utilisée dans le séquenceur de Blender. Et on va aussi afficher le nom de ça. Bien sûr, dans séquenceur, on peut aussi, si je clique là-dessus, afficher les métadatas de la séquence qui est dans le séquenceur de Blender. Voilà. Comme vous l'avez vu, la manière dont c'est affiché ici, on va avoir le texte qui est de cette couleur-là, blanche, et background, il va nous mettre un fond ici qui sera noir, donc sombre, avec de la transparence alpha pour qu'on puisse voir quand même, je ne sais pas si vous le voyez sur l'enregistrement, mais on voit un peu le fond en transparence, votre image, quoi, le rendu que vous avez fait. Et le Draw Labels qui est ici, le checkbox, ça vous permet de d'écrire en fait file, date, render time, plutôt que de mettre directement untitled, 2016, tout ça, le temps que ça met, tout ça. Au lieu de marquer directement ces choses-là, ça nous met avant que c'est ça. Si j'avais décoché ça, ça m'aurait évité d'avoir un caméra par exemple. Parce qu'il aurait juste mis le nom de la caméra et il n'aurait pas précisé avant le... Ah oui, ça, je vous donne, c'est le nom de la caméra. C'est la caméra qui s'appelle caméra. Et ça n'aurait pas dit frame 001, ça aurait juste mis 001. Donc après, on peut aussi se demander, 001 quoi? C'est quoi ça? Donc là, ça vous précise que c'est la frame actuelle. Voilà, donc ça c'était pour les métadatas qui seront rendus avec votre image. On va stamp out, on va enlever le stamp out et on va refermer ça. On va maintenant aller sur le output. Ça aussi, c'est un gros truc important qui est bien utile. Et le output va vous permettre de gérer le output, c'est la sortie en fait. Où est-ce que vous allez enregistrer votre ordinateur? Non, pas où est-ce que vous allez enregistrer votre ordinateur, où est-ce que vous allez enregistrer votre image sur votre ordinateur, votre rendu. Et donc le premier champ, c'est exactement ça. À quel endroit est-ce que vous rangez, vous enregistrez vos images? Donc là, j'ai gardé pour le tutoriel l'emplacement qui est celui de base par Blender, c'est qu'il va vous créer un dossier temp à la racine de je sais pas où d'ailleurs. Un dossier temp à la racine de quoi? De C, de votre disque local C. Pourquoi il le fait en C et pas dans D? Je sais pas. Et donc il est dans C, ça vous ouvre un navigateur sur votre ordinateur.
Et vous allez pouvoir rajouter des bookmarks ici. Si vous cliquez sur plus, vous pouvez vous naviguer d'abord ici dans votre ordinateur. Puis dès que vous allez trouver un dossier en particulier qui vous intéresse, vous pourrez cliquer sur plus et ça va rajouter cet emplacement en tant que bookmarks. Donc si je fais un plus ici, ça me rajoute C, le disque dur C en tant que bookmarks. Et si je l'ai sélectionné là-dedans, je peux faire moins et je peux le supprimer en fait. Si je clique par exemple mon projet Blender, je peux le déplacer avec les flèches qui sont là, je peux le mettre au-dessus ou en dessous pour le ranger comme je veux. Après, vous pouvez aussi vous naviguer d'autres manières. Là, il y a le système bookmarks qui vous permet de naviguer avec des bookmarks qui ont été faits automatiquement. Je ne sais plus trop comment ça a été mis là, mais vous pouvez aller sur le desktop, vous pouvez aller dans les différents disques durs de votre système et naviguer comme ça. Vous pouvez taper la barre d'adresse que vous voulez ici. En dessous, par contre, la barre qui est ici, c'est celle dans laquelle vous allez taper le nom du fichier, la manière dont vous voulez nommer votre fichier lorsqu'il sera enregistré. Donc même si votre scène actuelle, si votre fichier Blender n'a pas été enregistré, n'a pas de nom, vous pouvez préciser un nom différent de celui que vous avez donné à votre fichier Blender ou quoi que ce soit. Enfin, vous pouvez mettre un nom ici, sans forcément marquer point et l'extension derrière. Voilà. Donc je vais faire Cancel et je vais passer sur les boutons qui sont en dessous. Le Overwrite, ça c'est très simple, c'est très clair. En anglais, c'est quelque chose qui veut dire réécrire par-dessus. Et donc en fait, si vous avez déjà enregistré une image sous le nom test sur votre bureau et qu'ensuite vous refaites un rendu en ayant changé quelque chose, si vous n'avez rien changé, vous avez le même emplacement pour enregistrer l'image avec le même nom de fichier et la même extension de fichier. Blender va dire ah mais il y a déjà un rendu de ce nom-là au même endroit avec la même extension. Qu'est-ce que je fais? Et il y a marqué overwrite, ça veut dire que tu l'écrases, tu le remplaces. À côté vous avez File Extensions, ça veut dire est-ce que lorsqu'il écrit le fichier, il écrit avec l'extension à l'intérieur dans le nom. Placeholders, ça c'est au moment où vous calculez votre rendu, où vous faites F12, F12 c'est le raccourci clavier pour render ici, au moment où vous faites F12 et vous calculez votre rendu, tant que l'image n'a pas été créée, enregistrée, dans le dossier de destination, il n'y a rien. Sauf si vous cliquez sur Placeholders. Au moment où vous allez cliquer sur F12 ou cliquer sur Render ici, Blender va aller dans le dossier de destination, créer un fichier vide, juste un fichier vierge, vide, qui va prendre la place du rendu. Et donc, tant que le rendu ne sera pas encore fait, ce fichier sera là. Et dès que le fichier sera créé et le rendu aura été calculé, le rendu va être enregistré et prendra la place du placeholders, du fichier qui aura été dans le dossier de destination. À quoi ça sert, vous allez me demander? Ça sert lorsque vous voulez faire, par exemple, rendre une animation avec plusieurs machines qui vont rendre l'animation pour partager la charge de travail. Plutôt que de mettre en place une render farm super compliquée avec un logiciel dédié pour bien tout faire, vous pouvez faire ça homemade. Vous avez différentes machines. Il faut que dans votre réseau local de machines, toutes les machines aient accès à un même dossier partagé. Et dans ce dossier partagé, ça va être le dossier dans lequel vous allez enregistrer votre séquence d'images, votre séquence d'images pour votre animation. Et vous allez activer les placeholders. Et vous allez dire, j'active les placeholders, je désactive le overwrite, bien sûr, forcément. Et lorsqu'une machine va lancer un rendu, la première machine lance un rendu, dans ce dossier partagé, Blender va mettre un placeholder, donc il y aura un fichier qui sera là, et lorsque ce sera peut-être la frame numéro 1, et lorsqu'une deuxième machine va lancer un rendu de la même animation, du même fichier Blender, ce sera le même fichier Blender que vous aurez ouvert dans un autre Blender sur une autre machine, il va aller sur le même dossier de destination, il va dire ah tiens, l'image 1, il y a déjà un calcul qui est en train de se faire parce que je vois un fichier qui est là, donc il va sauter ce truc là, si vous avez décoché overwrite bien sûr, il le réécrira par-dessus et il dira j'écris pas la première frame, je commence à calculer la deuxième frame et il va mettre un placeholder pour la deuxième frame et ainsi de suite pour toutes les machines. Je sais pas si j'ai été très clair, mais c'est même à la limite je le rappellerai encore une fois lorsque je ferai le tuto sur les rendus animation. Voilà, donc placeholder c'est ça, et cache result, ça vous permet d'après les notes d'enregistrer un EXR, et un fichier EXR c'est un fichier
très lourd parce qu'il a énormément d'informations. Il a quasiment toutes les informations qu'on peut avoir sur la scène, sur plein de détails que vous auriez donnés. Tous ces genres de petits détails et toute cette lourdeur de fichiers, je vais vous en parler dans les prochaines vidéos et dans les autres cursus de ma chaîne. C'est un peu tout ce qui fait le rendu, mais on en parlera dans le cursus composition dans Blender ou post-production plutôt. Et voilà. Mais on peut mettre en cache sur le disque dur de votre ordinateur un EXR, et c'est utile que lorsque vous faites du compositing après. Et honnêtement, je m'en suis jamais servi. Voilà. En dessous, vous avez un menu déroulant assez conséquent, quand même un peu, avec les différents formats de sortie de vos rendus. Vous avez plein de formats images, vous avez 2 colonnes de format image et une colonne de format vidéo. Et donc le format image, vous choisissez celui que vous voulez. Les plus connus, le PNG, les JPEG, après je ne vais pas passer par tous les trucs. On ira forcément sur différents types. En fait, on verra forcément bien le EXR, EXR multi-channel, qui sont donc ceux dont je viens de vous parler, qui sont assez utiles, très lourds et qui vont beaucoup aider. Le reste, on va pas forcément passer dessus. Vous connaissez très bien PNG, JPEG. On fera peut-être un cours sur la compression à un moment, mais c'est pas dans cette vidéo, donc là, choisissez juste celui avec lequel vous êtes à l'aise. J'ai laissé sur PNG moi pour l'instant. Si vous êtes sur PNG par exemple, vous allez avoir, c'est celui qui aura à peu près le plus d'options ici, enfin je veux dire comparé à JPEG, hein. JPEG vous avez quasiment rien, mais si vous êtes sur PNG, vous allez avoir le choix entre BW, RGB, RGBA, 8-16. BW, c'est de l'anglais pour Black and White, donc noir et blanc. RGB, c'est Red, Green, Blue, donc rouge, vert, bleu. RGBA, c'est Red, Green, Blue, Alpha, donc rouge, vert, bleu, alpha. Et donc si je parle encore chinois, même après vous avoir dit ça, le premier bouton va vous permettre de faire sortir des images en niveau de gris, donc ce sera que du blanc et noir. Le deuxième va y mettre de la couleur, mais il n'y aura pas de transparence, comme là on a un checker là ici derrière. C'est une sorte de grillage là comme le damier. Il n'y aura pas ça, parce que ça c'est de la transparence. Et si je fais RGBA ici, le troisième, là je vais pouvoir avoir la couleur et la transparence qui seront calculées à l'intérieur de mon image. Color Depth, c'est le niveau de détail de couleur que vous pouvez avoir, le panel de couleurs que vous pouvez avoir à l'intérieur. Vous pouvez aller jusqu'à 8 bits ou 16 bits de couleur. Ça change pas grand chose, sauf si vous faites de l'impression. Et voilà. Et voilà, j'ai pas grand chose à rajouter derrière. Le niveau de compression, c'est parce que c'est du PNG et c'est des algorithmes qui permettent de faire que le fichier pèse pas 50 mégas pour juste un petit cube qui est ici au milieu. Et on perd pas de qualité vraiment, ou très très peu à l'intérieur, donc je mets une compression à 100%. Voilà, donc j'ai fini aussi avec l'onglet Output, et je suis en train de me rendre compte que je me rapproche dangereusement des 1 heure du tutoriel alors que j'ai même pas fait la moitié de mon tuto. Donc on va accélérer un peu, et si ça prend trop de temps, peut-être que je ferai une deuxième partie à ce tutoriel, et qu'il sera en 2 parties. Je viens donc de faire Output. Ensuite, vous avez Freestyle. Freestyle, c'est un autre type de rendu. Plutôt que de faire du photoréaliste ou même de rendre exactement ce qu'il y a dans cette scène, Blender va se servir de cette scène pour ensuite mettre un calque, un layer par-dessus de toon, de toonification. Un peu comme les styles dessins animés, donc très à main levée, sur les contours, comme si vous aviez voulu marquer un peu les contours de votre dessin, comme si vous faisiez un peu du dessin. Je ne passerai pas là-dessus, ça fera l'office d'un chapitre en soi, et donc je vais le laisser fermer. Et je vais plutôt passer sur Sampling qui est en dessous. Ça, c'en est encore un gros. Le sampling, ça va être la manière de gérer le grain, la finesse, le détail de votre rendu final, donc la résolution finale. Enfin, la résolution. Ça, c'est la résolution au niveau de taille et dimension de votre image. Le sampling, c'est plutôt le grain qui est à l'intérieur et à quel point l'image sera belle. Sampling presets, comme j'ai dit, à chaque fois que vous avez des presets, c'est quelque chose qui est déjà défini dans Blender et c'est juste changer ce qui est à l'intérieur de tout ça. Vous avez 2 manières de calculer, de calculer un rendu. Blender utilise 2 méthodes pour créer son rendu. Créer chaque pixel, trouver les images et la couleur qu'il doit mettre à chacun des pixels pour faire votre image finale.
Vous avez le path tracing et vous avez le branched path tracing. Les deux sont à peu près similaires, avec une petite différence quand même, hein, il faut bien les distinguer l'un et l'autre. Le, le branch path tracing est venu après le path tracing, donc je vais commencer par le path tracing, qui est celui que j'utilise, qui est de base en fait dans Blender. Et le path tracing, c'est une des techniques de lancer de rayons qu'on appelle le ray tracing. En fait, tout ça, path tracing, branch path tracing, je vais vous en parler dans un tutoriel à part, parce que ça mérite un tutoriel à part, que vous ayez votre concentration vraiment axée sur ça et que vous puissiez bien comprendre de quoi il s'agit. Sinon, ça va faire vraiment trop et ça va peut-être un peu emmêler avec tout ce qu'il y a autour. Ça fait déjà beaucoup de choses à retenir. Donc je vais faire un tutoriel à part qui viendra dans le prochain ou les 2 prochaines vidéos, je sais plus. Mais ça va venir vite parce qu'il faut aussi le comprendre, quoi. C'est comment calculer en fait une image derrière, c'est bon à savoir. Donc le path tracing, si je veux aller très vite pour pouvoir continuer et expliquer d'autres trucs derrière, ça va être la manière de calculer l'image qui en fait, on va dire qu'on va prendre notre caméra et notre caméra va venir envoyer des rayons partout dans la scène aléatoirement et ça part de la caméra et ça traverse donc l'écran de la caméra qui est ici, et donc chaque point que ça traverse ce sera un pixel en fait de notre rendu final, et ça vient taper dans la scène quelque part et rebondir, et suivant si ça touche de la lumière, pas de lumière, si ça rebondit un maximum de fois sur d'autres objets ou comme ça va venir reconstituer l'image parce que ça va prendre en compte la quantité de lumière et la couleur qu'il y avait sur là où ça a tapé, et Blender va faire ça de multiples fois dans différentes directions partout jusqu'à ce que ça ait créé l'image totale. Donc Blender, en fait, en vrai, bien sûr, vous ne voyez pas vos yeux qui crachent des rayons un peu partout pour avoir ce que vous voyez. C'est plutôt l'inverse, c'est plutôt les sources de lumière qui envoient des photons dans toutes les directions, et certains des photons rebondissent et atteignent notre œil. Mais là, pour optimiser le calcul d'une image, les logiciels de 3D en général ont préféré inverser le processus et donc partent justement de l'œil final de la caméra et retracent le chemin de la lumière pour jusqu'à sa source ou jusqu'au néant, là où il n'y a pas de lumière, pour l'éclairer, pour avoir... c'est comme ça qu'on crée une image en fait. Voilà, je vais effacer tous les tracés de crayon dégueulasses que j'ai pu faire sur ma scène. Et j'espère que vous avez compris ce principe, sinon je vais le redétailler bien dans une vidéo à part. Et là, je pense que c'est tout ce dont vous avez besoin de savoir pour continuer dans cette vidéo. Donc on peut choisir l'un des deux, que je détaillerai donc plus tard dans une autre vidéo. Et une fois que vous avez choisi un des deux qui est pour l'instant pas vraiment nécessaire de savoir l'un ou l'autre, vous allez pouvoir définir plein de choses ici. Déjà le seed. Le seed, à chaque fois que vous voyez seed dans Blender, je vous l'ai peut-être déjà dit dans des vidéos précédentes, ça veut dire qu'il y a aléatoire quelque part. Ça veut parler d'un aléatoire quelconque. Et dans ce cas précis, l'aléatoire, c'est le grain. Le grain, c'est une image qui a l'air, comme sur les vieilles photos que vous avez, une image qui a l'air un peu vieillie, et qui n'a pas l'air avec une qualité très fin, très nette. Et donc des fois, il y a des petites particules comme s'il y avait de la poussière sur une pellicule d'un ancien appareil à argentique ou comme ça. Comme si vous aviez de la poussière et donc que ça n'a pas rendu exactement la bonne couleur, que des fois il y a des petits points, des petites traces qui restent ici et là. Et donc c'est des pixels qui sont pas très clairement lisibles. Et comme je vous ai expliqué que pour faire notre rendu, on trace des rayons dans tous les sens, il est possible que des fois la couleur qu'on a prise derrière avec les rebonds et tout, on n'ait pas une exactitude qui soit très fiable. Et donc parfois l'image n'est pas très viable. Est-ce que si je fais un rendu avec F12, on peut voir un exemple de grain quelque part? Ouais, non, un cube c'est quand même super simple à faire. Mais donc vous avez des gros pâtés parce que ça c'est la couleur. J'ai pas vraiment de grain à vous montrer ici, donc c'est dommage. Mais je vais partir du principe, de la base, que tout le monde voit ce que c'est que le grain. Et en gros, on peut pas calculer vraiment, on sait jamais vraiment où il apparaît sur notre image quand on est en train de la calculer. Donc il va apparaître un peu partout aléatoirement sur notre image. Si on augmente le seed, eh ben on va changer le pattern, le placement aléatoire de ces grains, parce que Blender va lancer ses rayons différemment, et du coup on va changer l'apparition des grains. Et on peut, dans une animation par exemple,
cliquez sur la petite pendule qui est à côté, horloge, pour animer automatiquement le seed qui est ici et changer l'apparition des grains dans notre image pour que tout au long de la vidéo, on ait un effet un peu. Soit on ait un effet, soit on voit moins facilement le grain qui apparaît tout au long de l'animation. Donc ça, c'est le seed pour le grain de notre image. En dessous, on a clamp direct et clamp indirect. Et clamp direct et clamp indirect, ça va nous permettre, un clamp, ça va nous permettre de fixer un maximum. Pour clamper, on peut clamper et donc fixer un maximum. Et on va dire que on veut direct, donc c'est pour tous les rayons, c'est pour la lumière directe qui a tapé tous les rayons qui ont fait un seul rebond, pouf, pouf, et qui sont venus directement à la caméra, donc qui viennent de la lumière, pouf, qui ont tapé une fois un objet et qui de suite, dès leur premier rebond, sont venus directement rentrer dans la caméra. Ça, c'est pour le direct. Tout ce qui est indirect, c'est de la lumière qui est venue, je sais pas moi, j'ai pas vraiment d'exemple ici, mais il faudrait qu'on change un peu là. Voilà, c'est la lumière qui est venue taper là, puis elle est rebondie sur l'objet, puis elle est arrivée dans la caméra. Je sais pas si vous voyez à peu près bien le truc, mais en fait, ça c'est un rayon qui est venu taper ici, là, là, pouf, dans la caméra. Peut-être qu'on peut le faire comme ça. Paf, sur le sol, là sur l'objet, puis poum, dans la caméra. Et ça, c'est indirect, parce qu'il y a déjà eu un rebond, puis un deuxième, et donc ça vient indirectement dans notre œil. Et on a des clamps pour les deux, parce que ces deux manières de rebondir vont parfois, dans des systèmes de calcul de shader très complexes, avec sûrement des fois du vert, il y a des caustics, ce qu'on appelle les caustics, ce sont les super jolies réflexions que vous avez sur une table lorsque vous éclairez un verre d'eau par exemple. Ce sont des caustics et ce sont des reflets qui sont très très durs à avoir de manière belle, sans laisser tourner l'ordinateur calculé pendant très 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 longtemps. Parce qu'il faut calculer tous les différents rebonds dans l'eau, dans le verre, pour ensuite retaper sur la table et ensuite avoir les bons reflets. Et des fois, ce sont des points qui sont très très lumineux, très très blancs. Et Blender a du mal des fois à les calculer. Et ça va faire dans cette zone, un peu autour, plein de petits points blancs qui apparaîtront sur votre rendu, qui s'appellent des fireflies en anglais. Ce sont plein de petits points blancs que on ne sait pas pourquoi ils sont là lorsqu'on regarde le rendu. Si c'est la première fois que vous les voyez, que vous ne connaissez pas vraiment le problème des caustics, ou même des fois c'est dans d'autres cas que les caustics, il n'y a pas forcément de. Souvent il y a de la réflexion hein, dans le truc. S'il n'y a pas de réflexion, mais si c'est avec du volume, par exemple vous avez fait des volumes, un nuage, et que Blender doit calculer la disparité de l'éclairage dans le volume, il arrive très fortement qu'il puisse y avoir des caustics qui apparaissent et ça vous ruine votre rendu parce que c'est des pixels qui sont visibles, très très visibles et qui sont tout blancs et qui gâchent vraiment le rendu final parce que vous les voulez pas ces pixels blancs à cet endroit là et ça c'est vraiment dommage de les avoir. Et dans ce cas là on va dire à Blender, bon bah le clamp à 0 c'est désactivé et ensuite on va dire plus vous augmentez ou vous baissez, plus vous allez mettre une valeur, la plus haute valeur pour bloquer par exemple la couleur blanche par exemple. Vous allez dire que bon bah je bloque pour que la valeur d'un pixel, vous allez voir plus tard quand vous étudierez la couleur là-dedans, qu'un pixel a des niveaux de valeur. Et si on va au-dessus de 1, on est dans des super blancs par exemple, des super noirs et c'est qu'il y a des informations qui sont pas vraiment visibles en termes de couleur mais qui sont mauvaises pour le rendu et donc on peut clamper ça et dire qu'on veut un maximum à telle ou telle valeur et donc vous allez jouer parce que ça joue sur tous vos rendus et sur tous vos pixels donc ça peut aussi détériorer votre image si vous allez sur des valeurs trop extrêmes ici mais en jouant, en augmentant un tout petit peu, en baissant un tout petit moins en baissant un tout petit peu les valeurs qui sont là et refaisant les rendus, vous allez pouvoir évaluer les valeurs qui seront bonnes, un bon compromis, pour enlever les petits pixels blancs que vous avez et garder quand même une bonne qualité d'image à la fin. J'espère vraiment que j'ai été clair sur les clamps directs et indirects. On reviendra dessus plus tard parce qu'on aura le problème qui se posera à nous et je vous réexpliquerai en temps voulu lorsque le problème apparaîtra, lorsqu'on fera par exemple des textures, des shaders, on aura sûrement le problème qui va apparaître et je vous réexpliquerai le concept des directs et indirects clamps qui sont ici. Et à côté, vous avez presque les options les plus importantes de ce sampling qui sont ici, ce sont les simples.
Les samples, c'est, je vais vous expliquer que en fait, pour calculer l'image, Blender va envoyer des rayons depuis la caméra vers la scène pour calculer pour avoir les informations de couleur, d'intensité de lumière et de tout ce qu'il faut. Et Blender, il ne va pas lancer un seul rayon par pixel. Donc ici, on définit le nombre de fois que Blender balance un rayon sur la scène par pixel pour obtenir toutes les informations dont il a besoin. Et donc, à chaque fois qu'un rayon est lancé, il va venir taper sur la scène et rebondir dans une direction, mais il pourrait rebondir dans différentes directions. Et donc, plus vous lancez de rayons, donc plus vous augmentez ce numéro, là je lance 500 rayons par pixel. Ça c'est lorsque je fais un rendu final. Et Preview, bien sûr, c'est comme tout le temps dans Blender, si vous êtes dans Preview, c'est le nombre de rayons que vous allez lancer par pixel lorsque vous faites Shift Z ici, un rendu dans votre vue 3D, en prévisualisation. Et lorsque vous ferez le rendu, vous allez lancer 500. Donc vous allez lancer beaucoup plus de rayons par pixel, avoir une qualité qui sera beaucoup plus élevée et avoir beaucoup moins de chances, parce que vous donnez beaucoup plus d'informations à Blender pour calculer le rendu, beaucoup moins de chances d'avoir du grain et d'avoir des problèmes d'éclairage, de réflexion, de tout ça. Il y aura moins d'approximation. Plus vous augmentez le nombre de samples ici, plus votre rendu sera de qualité élevée et ça va rien changer. Si vous voulez une meilleure qualité, il vaut mieux augmenter les samples ici plutôt que de se dire dans les dimensions ah ouais, je veux du 1080p, je veux du 720p, je vais augmenter les pixels ici. Pas du tout. Ça, vous allez avoir la même résolution, la même qualité d'image pour différents aspects de ratio ici et un même nombre de samples ici. Donc augmentez ça. Néanmoins, il y a un coût à payer. Plus vous augmentez et plus vous allez perdre en temps de rendu. Enfin, gagner en temps de rendu. Parce que plus vous augmentez, plus ça fait de rayons par pixel et ça devient très vite très très lourd. Et donc et très lent. Très lent pour le rendu, pour le temps de rendu en fait. Donc à trouver une balance. La meilleure balance, c'est pas de se dire ah bah je vais aller à 1500 ici, un chiffre qui est très très grand déjà, juste pour avoir la meilleure qualité d'image et tout, alors que à partir de 600 déjà, vous avez plus de grains dans votre image et que la qualité est satisfaisante. Le mieux c'est de trouver le nombre de samples qui suffit pour avoir pile poil la qualité suffisante dans votre rendu, et comme ça vous ne perdez pas en temps de rendu et vous avez en même temps une qualité d'image qui vous satisfait. Parce qu'il y en a qui vont très vite tomber dans le truc, ouais je vais me prendre de la marge, tant pis je peux attendre, je vais mettre ça à 2603, je sais pas pourquoi le 3, mais 2600, et je vais laisser tourner la nuit, et voilà. Et en fait, ça sert à quoi? Tu auras une image qui sera pas forcément de meilleure qualité, parce que si le seuil de qualité optimale, eh ben, il est déjà à 1000, bah, pourquoi aller à 2600? Tu vas juste perdre du temps de calcul pour rien. Donc, à vous de faire une balance avec ce qu'il y a ici. Voilà. Et le pattern qui est en dessous, c'est la manière dont il va lancer les rayons en fait, la manière aléatoire dont il va lancer les rayons qui sont ici. Donc vous allez, c'est une manière de calculer l'aléatoire là-dedans. Voilà. J'ai pas grand chose à dire d'autre sur sampling. On a à peu près 1 heure de tutoriel déjà. Je vais aller sur Geometry. Volume sampling. Vous allez avoir des fois des types d'objets ici qui seront, bon bien sûr des objets, mais avec leur shader, leurs matériaux, qui seront de type volume. Le volume, c'est très complexe, très compliqué, parce que c'est pas quelque chose de solide sur lequel la lumière vient rebondir. C'est pas non plus comme du verre où ça traverse et il y a un indice de réfraction qui est différent et puis ça dévie un peu et ensuite voilà. Non. Dans le volume, il y a un indice de réfraction bien sûr, mais la lumière se divise dans toutes les directions et rebondit de plus en plus et ça devient exponentiel et pour avoir un volume qui est satisfaisant, un nuage, parle de la fumée ou quoi que ce soit, ça demande beaucoup de calculs et beaucoup de précision comme ça. Et encore une fois, il faut trouver une balance avec le temps de calcul, la puissance de votre ordinateur et le résultat final, la beauté du résultat final. Du coup ici vous allez avoir le step size qui va vous permettre de calculer l'écart que vous allez avoir entre les différents samples de votre volume, et donc plus vous allez réduire l'écart qui sera ici et plus l'image sera de qualité.
D'un autre côté, plus vous allez réduire l'écart ici, plus il y en aura à faire, plus ils devront en balancer des samples. Et donc, il est possible que plus vous en lancez, plus il y a de calculs à faire, il y a beaucoup de calculs à faire derrière. Donc, à côté, le max steps qui est ici va vous permettre de définir une limite d'étapes de rebond à pouvoir faire dans le volume pour éviter les crashs en fait, pour se dire que bon même s'il y en a beaucoup, on limite à ça, dès que ça a atteint ce nombre de rebonds, on arrête, hein, parce que sinon ça va commencer à être dangereux pour le système, pour l'ordinateur, ou alors ça prendra trop de temps ou quoi que ce soit, et donc on a mis un max step qui est ici. Voilà, ça c'est Geometry. Light Paths qui sont en dessous. Donc je vous ai dit que Blender, lorsqu'il crée une image, il va lancer des rayons depuis la caméra qui tapent un peu partout, et ces rayons vont ensuite rebondir. S'il y a d'autres objets, ils vont venir se balancer, rebondir sur plein d'objets qui sont partout dans la scène, et jusqu'à ce que l'intensité lumineuse qui est au bout du rayon soit trop faible, atteigne 0, ou qu'on atteigne un nombre de rebonds maximum qui a été défini, si on définit un nombre de rebonds maximum, ou alors que ça atteigne une source de lumière. Voilà. Et donc ici, dans Light Path, on va pouvoir définir le nombre de rebonds maximum que l'on veut donner aux différents rayons. Je suis en train de faire un gros cracra, un gros micmac de fils, n'importe quoi dans ma scène, donc je vais supprimer tout ça, et on revient sur quelque chose d'un peu plus propre. Ici, on va pouvoir préciser donc le nombre de rebonds qu'on veut donner un peu à tout. Bien sûr, il y a des presets qui sont déjà donnés dedans, mais on peut déjà directement toucher aux choses de notre côté ici. Si on regarde la transparence, donc tous les objets qui seront transparents, on va pouvoir, il y a différents indices de réfraction à l'intérieur, et donc ça peut faire dévier les rayons de lumière qui passent à l'intérieur des objets transparents. Donc si par exemple j'avais ici, je dessinais un verre, le verre il a une épaisseur, hop, voilà. Donc si j'ai mon rayon qui vient taper dans mon verre, il va avoir un indice de réfraction, mais dedans il peut y en avoir d'autres, enfin s'il y a d'autres couches de verre, je sais pas, c'est du double vitrage, et il y a un autre indice de réfraction, je sais pas quoi, enfin, et ça tape plusieurs fois. Et si derrière ça ressort et ça retape ici à l'intérieur, il faut calculer, enfin il faut donner une limite à ça, parce que ça peut très vite devenir très consommateur. Donc on donne une limite de maximum de 8 rebonds et une limite minimum de 8 rebonds, c'est par défaut dans Blender comme ça. Ensuite vous pouvez jouer et toucher à ça pour le modifier en fonction de votre scène. Si par exemple vous trouvez que vos objets transparents, vous avez besoin de beaucoup de rebonds de transparence à l'intérieur de votre scène, et qu'à un moment vous vous dites ah bah tiens ça c'est pas normal, là, à un moment c'est tout noir là à l'intérieur de cette transparence, là, tout au bout de la colonne de plein de verre que j'ai fait ici, le dernier il est tout noir, on le voit pas en transparence, bah, peut-être parce qu'il n'y a pas assez de rebond ici. Et dans ce cas-là, pas assez de rebond, ça veut dire que au bout d'un moment, s'il annule, il renvoie une couleur noire. Et donc ton objet il est noir. Donc tu vas augmenter le max de rebonds qui sont ici. À côté, bounces, c'est pour en général, globalement, ça va être des limites totales. C'est-à-dire que max, on va dire qu'au maximum on peut avoir que 12 rebonds, et au minimum on peut avoir que 3 rebonds dans notre scène. Pour tout, maximum tout. C'est-à-dire qu'en dessous vous avez pour le diffuse, donc c'est juste la couleur diffuse. Glossy c'est pour tout ce qui est réflexion, tous les objets qui réfléchissent, donc tous les rebonds de réflexion. La transmission, le volume, donc tout ça on a des nombres de rebonds qui sont définis ici, et on voit que ça dépasse pas 12, mais même si ça dépassait 12, si je mets ici ma souris, il marque maximum number of transmission bounces, donc le nombre maximum de rebonds pour la transmission, et après la virgule ils mettent bounded by total maximum, donc c'est limité par le maximum qui est dans le total, et c'est le max qui est ici, donc 12. C'est-à-dire que je ne peux pas mettre plus en fait, même si je mets plus, il ne sera pas pris en compte, il va s'arrêter au max qui est défini dans les deux qui sont là. Et le min pareil, il sera limité par... les mines qui sont ici seront limitées par le min qui est ici, à 3. Voilà, donc ça ce sont les différents types de rebonds qui sont pris en compte. Ensuite, Shadows. Là, on est sur une checkbox qui est juste en dessous de la colonne Transparency, deux points, il y a le max, il y a le min, et il y a Shadows qui sont en dessous. Dans la transparence, dans la colonne transparence, je l'ai un peu mal fait parce que je suis passé de ça à ça à côté, des bounces, mais dans la transparence, il y a tout ça.
Il y a les shadows. Un objet transparent, comme un verre, l'ombre qui va projeter, est-ce que l'ombre va prendre en compte le fait que ce soit transparent et va essayer de faire une ombre en transparence avec de la lumière, une ombre pas noire, quoi, une ombre avec de la lumière un peu dedans. Si on clique sur ça, oui. Si on clique pas sur ça, l'ombre de mon verre qui sera en dessous, ce sera une ombre toute noire comme celle de mon cube. Enfin noire, gris parce qu'il y a la lumière qui vient à côté aussi, mais bon, ça va pas prendre en compte que c'est l'ombre d'un objet transparent. Reflective et refractive caustics. Reflective et refractive, c'est différentes manières de réfléchir la lumière, si ça vient de l'intérieur, après avec des rebonds ou pas. Et les caustics, ce sont donc, comme je vous disais, les reflets qu'il peut y avoir dans les ombres des objets transparents. Et donc, est-ce qu'on les calcule ou pas? Sachant que si on les calcule, c'est conséquent et il y a des risques de fireflies. Et avant d'aller sur ce que je vous disais en haut ici, utiliser le clamp direct ou indirect, vous allez d'abord commencer par décocher ces deux-là. Et dans ce cas-là, Blender va faire une ombre qui ne sera pas physiquement correcte avec des caustics super jolis et des reflets très très beaux. Ce sera juste un reflet de transparence, en fait, ça va être un peu transparent et il va faker un truc qui sera pas aussi beau que des vrais caustics qui prendraient des plombes à calculer. Donc pour l'optimisation, on peut décocher ces deux-là si on veut. C'est le premier truc qu'on décoche dès qu'on commence à avoir des problèmes de caustics d'ailleurs. Le filter glossy, d'après l'infobulle, le filter glossy permet de flouter un tout petit peu le shader après le rebond des rayons pour enlever le grain dans l'image et avoir quelque chose de plus joli à l'œil. Mais bon, si vous avez des textures par exemple, ça va perdre en qualité de texture, quoi. Donc on a fini avec les light paths, qui sont un gros truc aussi. La vidéo commence à s'allonger, on a quand même une bonne durée là au compteur, donc je vais considérer ça comme la fin de la partie 1 de cette vidéo, et on passera sur la deuxième partie, donc ça sera une prochaine vidéo qui viendra sur ce cursus. Et puis j'espère que dans cette vidéo au moins vous aurez appris pas mal de choses et que ça vous sera utile. Allez, salut!